Donc, merci d'être nombreux à participer à ce webinaire. Donc, nous allons particulièrement parler de la préparation au départ. Donc, vous avez normalement tous reçu une admission ou alors vous avez tous reçu votre campus d'accueil si vous partez dans le cadre d'un échange ou peut-être que vous savez que vous allez partir dans un échange, mais vous n'avez pas encore tout à fait l'information sur le campus. Donc aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement alors des démarches de visa, des assurances santé. On va essayer de répondre à vos questions pour vraiment bien préparer votre séjour aux États-Unis. Donc moi, je suis Céline Ouziel. Je travaille pour un réseau international qui s'appelle Education USA. C'est un réseau qui est affilié au gouvernement américain à partir du département d'État, donc US Department of State. Je suis basée dans un organisme binational. Education USA, c'est que le gouvernement américain, mais je travaille aussi à la commission franco-américaine, donc qui s'appelle aussi Fulbright Friends, qui gère un programme de bourse qui s'appelle le programme Fulbright, qui est un programme international. Je ne vais absolument pas parler du programme Fulbright aujourd'hui et j'espère que ça a été assez clair quand on vous a communiqué l'information sur ce webinaire puisque euh, premièrement les dates limites sont dépassées et puis la plupart d'entre vous partent dans le cadre d'un échange universitaire. Nos bourses ne concernent que les personnes qui vont valider un master ou un doctorat aux États-Unis ou qui vont faire de la recherche. Donc ça ne concerne pas les personnes qui partent en échange. Voilà, donc les intervenants aujourd'hui, c'est donc moi. Je suis conseillère du réseau Education USA depuis à peu près 25 ans aujourd'hui. Monet qui va se présenter tout à l'heure et qui est vice-consul à l'ambassade des États-Unis à Paris. Elle va donc faire une présentation sur les procédures de visa. Et nous avons deux étudiantes, Marie et Mbaeva, qui sont des étudiantes françaises. Donc en fait, j'ai mis ancienne étudiante pour Maeva, mais c'est pas exact puisque Maeva est encore sur son campus aux États-Unis, Wayne State University dans le Michigan, c'est à côté de Détroit. Elle va se présenter tout à l'heure. Et puis Marie, vous êtes encore à San Diego, Marie, ou vous êtes Je suis revenue? rentrée. Ah, donc Marie et donc était à San Diego State University. Voilà, donc chacune va se présenter. Alors juste peut-être Maëva et Marie très rapidement. À quel niveau vous êtes partie, de quelle université française vous venez, et puis voilà, présentation générale de ce que vous faites aux États-Unis. Maëva? Oui. Alors, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Lille, donc en France, et je suis partie en troisième année, donc en L3, pour un an à Wayne State University, c'est à Détroit. Très bien, Marie. Et moi, je suis étudiante en commerce international à l'Université Paris à Créteil. Et j'ai eu l'occasion du coup de partir à San Diego State University, dans le sud de la Californie, juste pendant un semestre et dans le cadre de ma L3. Super. Et vous étiez parti, donc Maeva, c'était un accord bilatéral avec Ouais, c'est l'Université de ça. Lille, c'est ça? Et Maeva, c'était avec la MICEFA, c'est ça? Oui, moi, c'était avec la MICFA. C'est un programme d'Université d'Île-de-France. Très bien. Je le dis parce que beaucoup de participants aujourd'hui se partent également dans le cadre de la MICEFA ou dans le cadre d'un autre programme qui s'appelle ICEP ou simplement dans un programme bilatéral avec leur université en France où il y a sans doute parmi les participants des gens qui partent de façon indépendante. Voilà, donc je laisse la parole à Monet. Monet, you're going to present in English, right?
Yes. I hope it's not a problem for everyone. You're supposed to have a good level of English, so it's an opportunity to practice your listening skills. Perfect. And I can try and talk slower than normal as well. So if anybody has any problems understanding, just let me know if I'm talking too fast. Et si vous avez des questions en français, s'il vous plaît, posez vos questions en français aussi. But I'll go ahead and begin. So my name is Monet Gorbani. I am a Foreign Service Officer at the embassy, the U.S. Embassy here in Paris, and I am responsible for visa interviews. So I'm a Foreign Service Officer, and I'm also currently a Vice Consul. So I'm happy to be here today. I think that these presentations are a really good opportunity to share with people what the expectations are, because to be frank, I mean, visas are something that cause a lot of stress. So I want people to come prepared and confident so that they can just, finish the process and actually go to the US and do what they want to do. So getting a visa should really be just a component of the whole process. So I'm happy to be here with you all today to share a little bit. And I'll share a bit about myself as well. So as I said, I work here at the US Embassy here in Paris. I arrived in November. So I've been here for just about 5 months so far. So far, I've adjudicated over 7,000 visas. So our workload is pretty high volume. And before coming to France, I worked in India. In India, within 2 years, I adjudicated about 70,000 visas. No, sorry, 40,000. I conflated the numbers, 40,000 visas. A lot of those were student visas as well. So I've seen a lot of students, and there are really a lot of cool programs for people out there in the US. Okay, we can go to the next slide, please. I'll also mention in my personal introduction as well, I'll mention where I come from, just in case people are interested in the US in general. So I grew up in Arizona around Phoenix, and I also went to Arizona State University for my bachelor's degree. I pursued a Fulbright, and I lived in Mongolia for 1 year through the Fulbright program. So I really am a big proponent of the Fulbright program. It's fantastic. And then after that, I went to Indiana University for my master's degree. Really great program there. And I joined the State Department in 2021. So happy to answer any questions about universities as well and life in the US, being American, etc. And my own family comes from an immigrant background as well. My mother's from Iran. So yeah, so it's not, immigration questions aren't really a completely new concept for me. So, all right, I'll go ahead and begin. So the student visa interview. Student visa adjudications are consistent worldwide, but the appointment systems can be a little bit different. So when you're applying for your visa, you have to fill out the DS-160 visa application. You have to pay the application fee for the visa itself. And then there's also another fee that you need to pay called the SEVIS fee. So the SEVIS fee, that's for a system run by USCIS that monitors students in the US. So that's a separate fee that needs to be paid. And then you also need to schedule an appointment for the interview. So I'd say that one of the most important things when you're thinking about scheduling your appointment is to think ahead. So please don't wait until the last moment, because if everybody's waiting until the last moment, then there's only so many appointments available. So yeah, it's great to get it done ahead of time so that you're not stressed at the end, because really you want to be able to go to the US in a timely manner. You don't want to be late for your program, of course. And a lot of people also like to go a little bit early in order to figure out where they want to live, to meet people, etc. So yeah, it's pretty important to schedule your interview appointment at a time that works for you, but also think ahead, please. And we also have our website here where you can find all the information you need about applying for visas. Okay, next slide, please. Okay, so there's a lot of different visa categories, and it kind of can maybe seem like a little bit of nonsense. There's B1, B2, F, M, J, H, L. It kind of just seems like we're using random letters from the alphabet. So I wanted to tell you the main 3 visa categories for students and exchange visitors. So F is most common for students.
F can be used if you are just going to the US for one semester exchange program. It can be used if you're a PhD student, a bachelor student, a master's student. So that's the most common for students. An M visa category, that might be of interest to some of you all, but that's mostly for vocational programs. So most commonly, the people who use M visas are people who are going to the US for flight school. So flight school is pretty popular. But then also sometimes people go to the US for very specific music training, acting classes. Those are more like non-academic vocational sorts of programs. So M visas are used for those purposes. And then J visas are also very common. Sometimes people apply for J visas to do one semester exchange programs. So F or J can often be used in that case. So J's are used for academic programs such as just semester-long exchange. They're often used for postdoc programs, and they're even used for programs such as people going to the US to work as camp counselors for the summer, or people going to the US to do 18 months of work training with a very specific company. So there's a pretty wide range. I'll mention as well, we see a lot of au pairs. So sometimes, especially students in France, they want to go to the US for just some life experience and to maybe enhance their English skills. So au pair programs are also very common. So J visas can be used for a whole wide range of categories. Okay, next slide, please. Okay, perfect. So what do you actually need? So most importantly, you need your passport because we can't interview you if you don't have your passport with you. So please bring your passport. You also need a photo as well. So there are instructions on our website for what photos should look like and what the dimensions should be like and whether you can, have eyeglasses on or not, specific things like that. You also need to bring your DS-160 confirmation page. So that's also very important. And then for students, there are particular documents. So for F and M visa students or visa applicants, there's the I-20. So you must have your I-20 with you at the visa window at the interview. And for J visas, it's very important to bring your DS-2019 because that's a piece of paperwork that we actually sign right at the window. And it has all of the information about your program. So if you're coming as a student, please make sure that you have those documents with you. They're very important. And you should also bring your SEVIS fee receipt as well, especially if you pay your SEVIS fee like really soon before your appointment, because sometimes it takes a day or two for it to register in our system. So we might ask, did you pay your SEVIS fee? If so, do you have a receipt with you? So just make sure that you bring that with you in case it's necessary. So that's basically it for the most important documents to have with you at the interview. People also like to come with all sorts of other stuff, such as like bank statements and letters and really just a wide array of different things. We don't really look at those things. So if you want to come prepared with all those documents, feel free. It's great to come prepared. But it's not really something that we look through because, to be frank, anybody can come with bank documents, and it's not really, we don't really have enough time during the process to verify all of the information. So we really rely on the interview process. So, if we ask about how you're financing your program, we're really relying on you to give like a vocal explanation of what you're doing, how's it happening, do you have a loan, do you have a scholarship, are your parents paying? So we really rely mostly on the actual interview with you instead of going through documents. Okay, that's good for now. Thank you. Next slide. Okay, perfect. Okay, so this just has some information here that F and M student visas can be issued up to 365 days in advance. So that's another reason why it's great to think ahead. Please don't start the process just a couple weeks before you need to go to the US because you will be stressed. So it's good to think ahead, and you can be adjudicated, your visa can be adjudicated in advance as well. I'll note though that it might not be within your interest to come really far in advance, because for French nationals, the visa duration date is 2 years. So keep that in mind as well when you're applying.
So yeah, for French nationals, it's for 2 years, but if there are any other nationals on this call, you can check our website. There's information about visa reciprocity, so you can check based on your nationality exactly how long you can have a visa for, because the rules are different for different visa categories and different nationalities. So for example, a student of Indian nationality might be able to have a visa for 5 years, but a student of French nationality, that duration is 2 years. So it just depends. But another thing is that F, M, and J visa holders, you can enter the US up to 30 days in advance. So that's also a good opportunity. If you have everything done ahead of time, you can go to the US up to 30 days ahead of time so that you can start meeting people and really start getting established. Okay, next slide, please. Okay, so there's another thing or another program that a lot of people really like and ask about. It's the OPT and CPT programs. So I know that Celine also knows quite about these programs as well. So you can ask additional questions to her as well. But if you're an F student, so it's important, this program is only for F students, so it's not for Js. But if you're an F student, you have the option of training in the US by engaging in practical training during your program or after the program. So if you want to do OPT after the program, it's typically for 1 year. And then people in a STEM background can stay for up to 3 years. So this is a really good opportunity if you're able to find a job after you graduate to stick around and work and get some experience. It's something that's pretty common. And yeah, it seems like it's a good opportunity for people. Okay, next slide, please. All right, well, that's it for now. And yeah, there wasn't too much information to share. I can talk a little bit as well about the interview process, if that helps anybody kind of feel better about coming in and answering questions about themselves. But I'm also happy to answer any questions. When it comes to the actual interview, it's important to, come and be ready to talk about yourself. What are you studying? Who are you? Why do you want to study in America? How are you paying for it? So those are all things that you should be able to, those are all questions that you should be able to answer. I think that as a visa officer, the thing that I struggle with the most, because I also talk to about 100 people per day, I struggle when I ask a question and I get one word as a response. So I'd say that if you're coming, be ready to talk about yourself, use full sentences, because it's a pretty fast process. And, we would like to understand who you are and why you're doing what you do in order to adequately assess your application. So, all right, great. Thank you, Monet. I already have 2 questions on the chat box. So one person is asking if it's possible to arrive earlier and is it possible even before the 30 days? To arrive to the US before 30 days? Yes. So on your visa, no, unfortunately, that's a pretty strict rule, I'd say. So you can arrive up to 30 days ahead of the date on your of your visa, basically. Yeah. I know that Or if you do so, especially if you have a European passport, the problem is that the immigration officer will register you as a tourist and not with your student visa. Exactly. So it's really important to understand that if you arrive earlier, you're not going to be able to study. Exactly. And even then you could run into some difficulties. So you can't just arrive in the US. Excuse me, just a second. Yeah, you can't just book a ticket and arrive in the US. Even as a tourist, you need to either have an ESTA or a US visa. But unfortunately, you can't enter the US as a tourist and then, just say that you're starting your program. You have to enter, if you're a student and you have an F, M, or J visa, you should be entering on that visa. There are examples of people entering and then changing their status, but I would not recommend doing that. It's not easy. So really, if you're going to the US as a student, just be sure to follow the immigration rules. You can enter up to 30 days ahead. And that usually tends to be enough time for people. So. I have a question from Pauline. So she's going to start a
scholar program with a J1 visa at the end Okay. of this month. Mhm. But it's only 4 months, and then she will start a graduate program in September in California and will need an F1. Is it Mhm. possible? Apparently she has an appointment this week for her J visa. Is it possible to have both visas at the same time? Let's see. Well, you can't use them interchangeably. So you can't use a J1 as an F1, but I don't see any reason why you can't apply for both at the same time, especially if you have all of your documents. So if you have your I-20 and you have your DS-2019, your F1 can be adjudicated ahead of time. So I'd say sure, but you may still need to leave the US and then go back again. Um, but Mm-hmm. but yeah, if you'd like to apply for two different visa categories because your programs just happen to be pretty close, you would just need to make sure that you have all of your proper documents. So in that case, you would need a DS-2019 and then also your I-20, and just come ready to answer any questions. And then you would also need to pay for two separate visas as well. Okay, so to get a visa, does it has to be in an embassy or consulate? Yeah. So in France, Mm, it's only in Paris. It's right. actually at the consulate, but it's also near the embassy. It's actually the same building. Yeah, exactly. So the consular section is located in the embassy, and yes, so that's where you need to come for your visa appointments. We do have really small postings around France, and for example in Strasbourg and Marseille, but we do not do visa appointments at those locations. Mhm. So those exist. They're pretty small offices. Sometimes we'll do some American citizen service work, but visa appointments don't happen there, just in Paris. Mhm. Yes. Uh, uh, this is not a question on the box, but I have already had that one. Some of the students are actually studying from the overseas territories. How do they apply for their visa when they are like living in the West Indies, for example, or Iranian island, or can they go like in the nearest country for their visas? So we recommend that you apply in the country that you are a national of. So if you're at a French territory, it's really best to come and apply in Paris. And we do also see people all the time, for example, mostly for tourist visas, who live in French Guyana, for example, who are coming here for their visa interviews. You can apply for your visa appointment in another country, but it's always recommended to apply in the country that you are either a national of or that you are a resident of, because you risk the chance if you apply in another country, they might ask, like, why are you here? Why are you applying here? You don't live here. So it's really best yeah, if you're a French citizen and you're residing in a French, you know, on an island that's part of France, for example, then it's best to apply in France. Mhm. Okay, another question about the delays. How long does it take now to get an appointment? If you're trying to get an appointment now, how So long right does it? now we have available appointments for FM and J's. There's a longer delay for tourist visas, but for work visas, student visas, there really isn't much of a delay at all. I will say though that that will change during student season. So right now it's April, so student season hasn't really started yet. So that's why it's important to think ahead of time because, for example, if you wait until I don't know, let's say early August when a lot of other people might be kind of freaking out about getting their visa appointments, then it could be harder to find an interview because we only have so much capacity. But I'll also say that if you do have some sort of emergency, you missed some sort of deadline, you didn't get your paperwork on time, or maybe you didn't think that you would be studying in the US this year, but then all of a sudden something changed and you will be studying in the US, you can always apply for an emergency appointment as well. So if you are trying to book your interview date and you're not seeing anything
and there is some sort of emergency, or the timeline is really short, you can apply for an emergency appointment, and we are very good about accommodating people in that way. So. There's also a question, I think I know the answer. Do I have to leave my passport there? Yeah, sure, because the visa is Exactly, actually... but I get that question a lot. So a lot of times, the interview will finish and then someone will be like, "Where's my passport?" And I have to be like, "Well, actually the visa goes inside your passport." And, it's a process. So this type of work, it's a matter of national security. So, we're not just hitting print on a printer or opening a passport and, making a little cute doodle. Like it's a process, of course. So it takes about a week to receive your passport after you drop it with us. If you have some sort of emergency, sometimes we can print it faster, but I would not rely on that because it's really on a case-by-case basis. So you should estimate that it takes about 1 week to receive your passport after you've applied. And you can receive it by mail, right? Or you can go and pick it up somewhere in Paris, I think. Yes. Yeah, pretty close to the embassy. We changed contractors in October. So now we use a contractor called Mailboxes, etc. So there is a pickup location pretty close to the embassy, or you can arrange for a delivery as well. Okay, so you said it's a good thing to do everything in advance, but if you did not receive your I-20 or DS 2019, is it possible to take the appointment or to fill out the DS 160? So if you don't have your paperwork, you can go ahead and you can fill out your application, but you to come to the interview, you should really have your paperwork with you, your I-20 and your DS 2019. If there was some emergency and you forgot it, there are ways that we can give you instructions for how to email things to us, or sometimes as well, someone might have a DS 2019 that has some kind of error. So perhaps something was wrong with their biographical information on their DS 2019, or sometimes people's program start dates and end dates change between receiving their DS 2019 and coming for the interview. So if you have some sort of situation like that, or if you have some kind of problem, the best thing to do is to just come and explain. Because, for example, if you have the wrong DS 2019 and you're waiting for an updated one, then we can give you instructions on how to give it to us. And then we'll basically just send it back with you in your passport. But the short answer is yes, you should definitely have your documents with you. You should have your I-20 with you. You should have your DS 2019. And if there's any sort of problem, just be ready to explain it to the visa officer. Yeah, the only thing is that when you're completing the DS 160, at one point they ask you for your service number, and the service number is actually written on the I-20 or the DS 2019. So in the past, but it was several years ago, it was possible to submit your DS 116 with like a fake service number, and then the visa officer would be able to correct it. Is it still possible, or you really don't advise to do so? I wouldn't necessarily advise it. So the best advice that we can give is to fill out your DS 160, in the best way possible with the most accurate information. But people do show up to our window, and sometimes, we'll see that somebody hasn't paid their fee, and I ask them, "Have you paid your service fee?" And they have no idea what I'm talking about. So it happens. It can also be kind of a confusing process sometimes, or maybe somebody has received some sort of bad advice from, the internet or a friend or what have you. So I would definitely advise to get everything done ahead of time. But if there's some sort of problem, again, we can usually find a solution at the window. There's also instructions that we can give, like if somebody has no idea what the service fee is, then I ask them to go ahead and pay it and then send me evidence of their receipt, which can be done remotely from email. So there are usually ways to solve people's problems. But yes, definitely fill out your application with the most accurate information possible. Okay. The other solution is that to ask maybe your international student advisor, because actually the I-20 in particular is issued by your university, US university campus, and this is a person
um, called the DSO, Designated School Official. Generally, it's the International Student Advisor in the US, might probably give you your service number in advance, even if you did not receive your certificate when you fill out the DS-160. There's also a question about how long can we stay after the end of our program? I know that for the F visa, you can stay until 60 days, right? Yes, so it's 60 days, and you basically have that amount of time. Like if you are interested in doing OPT work, then you have that 60-day period to find a job. I think for J's, I believe it's 30 days, but you should be able to find that information on our website as well. So yeah, I believe that it's 30 days for J's, and you can come 30 days in advance as well. 60 days for F, 30 days for J's. And there are a lot of questions about, is it possible to stay longer? Yeah, I'd say it is not easy to have immigration problems. So, it's really, really important to follow immigration rules. Also follow, like when you're going through the US and you're going through immigration, if CBP, so that's the border patrol officials, if they have any questions, or if they're giving you a certain amount of time that you can stay in the US, it's really important to do what you can to follow the rules. If someone is in the US and they have some sort of emergency, like, things happen, of course, especially for example, during a global pandemic. But if something happens and you have some sort of emergency or you have to stay longer, then you should at least work with USCIS so that you can apply for an extension of status. But you want to definitely take all of that seriously. And if you have to remain in the US because of some emergency, then if you just stay without asking for permission from USCIS, you can accrue illegal time in the US, and you don't want to do that. So it's pretty important to definitely, know what the rules are, be sure to follow them. Don't accrue any illegal status in the US, because it might just make it harder in the future to pursue your dreams in the US again, or do an additional program or what have you. So I'd say it's pretty important to follow the rules. Yeah, if you don't find a job within that 60-day period, for example, to do OPT work, then you do have to follow the rules of the program as well. So yeah. Well, I actually have a question about situations where the visas can be revoked, or, for example, entry can be refused by the immigration officer, because at the end, the only person who has the last word is the immigration officer, right? Exactly. Yeah. Yeah, so I can't really speak much to revocations, especially at the border, because if somebody's coming into the US, they are subject to review by Border Patrol. So if they have particular questions, it's important to be honest and, answer those questions honestly. I wouldn't let the idea of a revocation or being turned around at the border be something that makes you very anxious. It's not common. So I wouldn't really let that topic kind of make you very nervous. If you're going to the US as a student and, you're going to a particular program and you have all of your paperwork and you have your visa, you shouldn't have anything to worry about. When you're in the US, be sure to follow the law, of course. I think that probably the type of arrest that I see the most often from people in the US is a DUI, so driving under the influence. So while you're in the US, be sure to follow the law. Don't drink and drive. If you're underage, you shouldn't be drinking alcohol until you're 21. So you do have to, while you're in the US, you do have to follow the law. So yeah, that's something to just be aware of, to be conscious of, because if you do break the law, then, depending on what's happened, such as a DUI, for example, or, not sometimes, pretty often, I also talk to people who have had some sort of history of arrests related to cannabis use. So that's all stuff that just kind of
makes things a little bit more complicated. So just be sure to follow the rules in the US, follow the law. And if you're following the law and you have all of your, materials with you and everything is quite normal, I wouldn't let, the idea of a revocation be something that stresses you out because it really shouldn't. Okay. There's a question also, how do we know which visa we're supposed to apply to? Is Okay. it generally you don't have to decide. It's the school who will tell you, or maybe your exchange program. Exactly. Yeah. I'd say that you should be getting guidance from the university or from the exchange program. It's pretty common, I'd say, for French students to for their universities to have some sort of partnership with universities in the US. So a very common one that we see here, of course, is people who go to SKEMA will study in France and then also go to North Carolina for their studies as well. So yeah, most of the time they're coming in and applying for J1 visas, but it's the university in the program that should be advising you on what to do. So yeah, it kind of just depends on what you're doing as well. And I'd say another difference between F1 and J1 is that with J1, you can be getting paid. So people will also go to the US on J1s for particular work programs. So like au pairs, for example, camp counselors, business professionals working, doing a particular training program, they're all working full-time and getting paid as well. But then at the same time, you can also use a J1 to do a semester-long exchange. So it kind of just depends, but you shouldn't be in the position where you have to figure all of that out by yourself. You should be getting guidance from your academic institution. Okay, so yeah, question about, is it possible to get out of the US during the program when we have a J visa? I guess it's possible. Yes, definitely. So these visas, usually we issue multiple entry visas. So as long as your visa is valid, then yeah, you can go out, you can go to your vacation to Costa Rica or wherever and come back as long as you have a valid visa. So yeah, definitely. I'd say a lot of people take advantage of being in the region and like to travel. Okay. Also, another thing, is it necessary to have an ESTA if we have a visa? So, good question, but no, those are totally different programs. So ESTA, I can explain really quick what ESTA is. It's a program that's run by USCIS. So ESTA is useful for tourists. So France is part of a program called the Visa Waiver Program, which means that the majority of French nationals do not need a visa to go to the US. Instead, they can apply for a program called ESTA. They'll get their answer back in about 72 hours. I think it costs like $20 or something like that. So it's a lot less expensive. And the whole purpose is to facilitate legitimate travel for people who are just going to the US as tourists under a 3-month time period. So if you have an F, M, or J visa, you're not a tourist, so you do not need to apply for ESTA. But let's say if you come back to France and, 5 years from now, you want to go to Disney World in Florida, then under that circumstance, yes, you can definitely apply for ESTA and then go to the US as a tourist. Oh, I'll also note though that for future travelers, if you do apply for ESTA and the ESTA is refused, then that just means, it doesn't mean that you absolutely cannot travel. It just means that you need a visa. So if your ESTA application is refused, then you have to come to the embassy, take an interview appointment, and apply for a visa. So there are a lot of questions I see that, but I think you already answered. Is it possible to apply in another country than your country of citizenship? So you're really advised to do your best to apply from your country of citizenship, right? Yes, your country of citizenship or your country of residence. Because I understand that sometimes that's different. And of course, there are people in France who, perhaps they have Algerian nationality, but they reside here. So definitely you can apply in France. But
I would advise against applying in a somewhat random country. So Mm. you can do it, you can take an appointment. But for example, if you don't live in Thailand and you are not Thai, then you might not want to book your appointment in Thailand. So yeah, it's best to do it where you reside. Yeah. Mhm. Okay, try to find other questions. We have to go. In the meantime, maybe Maeva and Mary can share their experiences with the visa application. Pour la durée, enfin, combien de temps ça prend? Hein. Non, mais juste Tout, votre expérience générale, ce dont vous vous souvenez, euh, si vous juste avez des conseils particuliers. que ça avait mis du temps enfin, j'ai mis du temps à recevoir le DS 2019. Mm, Donc peut-être, comme vous avez conseillé, de demander juste le numéro, le CEVIS pour pouvoir commencer la demande. mhm, Parce que du coup, j'ai commencé très tard la demande. Et donc au mois de juillet sûrement. Donc après, il faut avoir un rendez-vous. Et là, j'avais pas de rendez-vous avant le début de mes cours. Donc j'avais appelé, il m'avait dit que c'était pas possible enfin de faire des demandes spécifiques, qu'il fallait juste regarder le site régulièrement et que certains rendez-vous, bah, il y avait des désistements. Donc au final, j'ai réussi à avoir un rendez-vous plus tôt. Mais je sais qu'une autre fille qui est partie ici aussi depuis Lille n'a pas pu arriver à temps pour les cours parce qu'elle n'a pas pu avoir de rendez-vous avant le début des cours. Donc mhm. il faut... Alors, il Après, on n'a pas faut, trop le choix avec le DS 2019, mais essayer de faire vraiment rapidement dès qu'on reçoit, faire la demande tout de suite. Et si ouais. jamais on n'a pas de rendez-vous à temps, regarder régulièrement le site parce qu'il y en a qui sont remis. Oui, et il faut faire vraiment la demande Ouais. de rendez-vous accéléré. C'est moi mon expérience, c'est qu'en général ça marche, même si on est stressé, on a l'impression que le consulat va pas nous répondre tout de suite. Mais vraiment, les étudiants sont prioritaires pour les demandes de visa, n'est-ce pas, Monet, hein? Students are a priority for visa applications in general. In general, yes, like we want people to be able to start their programs on time. But yeah, like I said, a lot of times now it's very important to try and do things ahead of time, but I understand that sometimes, universities don't have paperwork done on time or you're waiting on something. But as long as it's possible, please come ahead of time because yeah, especially in like let's say end of July, early August, that's when, people really start flooding in because that's when they have everything and they really need an appointment. So yeah, it's a lot easier to start ahead of time. You'll have a better experience if you are able to do things in advance. Mhm. Okay. So there are a lot of other questions. I'm not sure we're going to answer everything. For example, which validity dates are necessary for the passport? I think it's 6 months after the end of the program, right? Yes, yeah. I'm just, Another thing about a passport as well is your passport should be in decent shape. So, for example, if your passport is really severely torn, or sometimes I see people who come and they put their passport through the wash and then they're really upset that we can't put a visa inside. But we need to see passports that, we can actually see your picture and read all the information. So, if your passport is damaged, then it's definitely better to get a new passport ahead of time so that the process can go smoothly, because a lot of times we can't put visas in damaged passports. So just something to be aware of as well. Mhm. Okay, I'm just watching if there are other questions. Maybe Mary, you have something to add Bah, in à titre English or personnel, French? j'avais plutôt le français pour le coup. À titre personnel, j'avais pas demandé mon visa en France. Donc, je me sens pas forcément capable de répondre aux questions par rapport à l'ambassade française. Après, moi, j'avais demandé en République tchèque. Et autrement, au niveau du rendez-vous, je sais que ça peut être un peu stressant. Mais très sincèrement, si vous avez tous vos papiers, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Oui, en général, ça marche bien. Est-ce qu'il y a des changements depuis la nouvelle administration? Monet, can we anticipate any
changes since the new administration, or is it exactly the same procedures? I'd say that, of course, national security is a big priority, but national security has always been a big priority. So I really can't speak to the current administration. My job is not political. So, we as vice consuls, our jobs are nonpartisan. So we follow immigration law. By and large, immigration law has not really changed much since the 1980s. So yeah, our job is not political. If the current administration does make a change, then it is also our job to carry out the change. But again, I wouldn't really let the stress of what's going on in the news or what have you make you feel like it's more difficult or impossible to be a student in the US. Because every day we see about 500 people. We adjudicate a lot of visas, and the vast majority are just fine. The vast majority are issuable, and the process is easy. So if you're feeling stressed, I understand visas are kind of difficult. It's not necessarily a fun process, but it is a necessary one. So so just do your best, and I wish everybody a lot of luck in their future studies and their current studies as well. Mm-hmm. Okay, unfortunately, there are many, many more questions, but I'm not sure we'll be able to answer everybody. Je le dis en français pour aller plus vite. Vous allez tous recevoir, toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire aujourd'hui, vous allez tous recevoir non seulement l'enregistrement sur un lien YouTube en général, et je vais également vous envoyer un résumé en français de toutes les étapes que vous devez faire pour le visa d'étudiant. Donc, les étapes générales seront vraiment récapitulées. Je sais pas si c'est français, c'est ce que je dis. Et donc voilà, vous pouvez aussi, si on n'a pas pu répondre à votre question aujourd'hui, vous pourrez m'envoyer un email. J'ai 25 ans d'expérience avec les études aux États-Unis, donc je pense qu'il y a certaines choses auxquelles je pourrais répondre. Aussi, une ressource importante, c'est votre International Student Advisor. Ce sont des personnes qui sont vraiment formées, qui savent tout sur l'immigration et en particulier sur les visas d'étudiants. Donc, c'est vraiment votre personne ressource si jamais vous avez une question et qui est vraiment très particulière et qui est propre à votre situation en particulier. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des questions dans le chat qui n'ont pas été répondues. J'essaierai de vous répondre directement, ou alors vous m'envoyez un email pour reformuler votre question. Merci Monet. Thank you very much, Monet. I don't know if you can stay with us or if you have to go back to work, maybe. Donc je vais continuer la présentation. Donc, juste pour refaire un point sur les possibilités de travailler sur le campus. Et donc, Maëva et Marie, si jamais vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à m'interrompre sans problème. Hein. Donc, avec un visa F et avec un visa J, alors peut-être qu'on n'a pas trop expliqué ce que c'est que ce petit 1 qui est après le F. Donc, F1, c'est la personne principale qui fait la demande. Après, il y a des personnes qui voyagent avec leur conjoint, leurs enfants, et ces personnes-là, même si elles ne font pas d'études, vont avoir des visas de dependents, donc les accompagnants, et ils vont avoir un visa F2. Par contre, ça n'existe pas F3, je pense pas. Donc
tous les conjoints et les enfants qui sont vraiment qui vont voyager et qui vont rester pendant tout le séjour auront un visa F2 ou un visa J2. Donc les F1 ont normalement le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine sur le campus. Donc vous pouvez malheureusement pas travailler en dehors du campus. Je pense que pour les visas J, il faut une autorisation de l'organisme qui s'occupe de votre DS 2019. Donc voilà, donc merci Monet qui doit nous quitter. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les démarches. Thank you very much Monet. Donc visa F, je pense que vous n'avez pas besoin de faire la demande. Alors il y a des personnes qui lèvent les mains en tant que participant. Malheureusement, vous n'avez pas accès à votre webcam et à votre micro, donc vous ne pouvez pas poser vos questions à l'oral. Il faut écrire vos questions sur la boîte Q&R. Voilà, donc visa F, donc il y a cette fameuse possibilité de faire des stages soit pendant votre séjour. Alors c'est plutôt alors c'est uniquement les personnes qui ont un visa F. Je ne sais pas si Marie et Maëva, vous aviez quoi comme visa en fait? Le Moi, j'avais J, un moi. visa J1 avant. Ouais, voilà. Donc toutes les deux, vous aviez un J1. Donc du coup, c'était pas du tout les mêmes procédures et les mêmes autorisations. Peut-être que vous pourrez après nous expliquer si euh, vous avez réussi à rester un petit peu pour faire ce qu'on appelle academic training. Pour ceux qui vont partir avec un F, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle curricular practical training. Alors ça, c'est avant la fin de votre programme d'études, mais souvent il faut attendre 9 mois pour avoir le droit de faire un stage qui va être vraiment lié à vos études et il faut que ça soit vraiment intégré dans votre programme universitaire et que ça vous permette d'obtenir des crédits en fait. Le CPT, c'est pas vous qui décidez d'un seul coup de faire un stage, même si c'est pas rémunéré. Ensuite, il y a Optional Practical Training, qui est un stage qu'on fait une fois théoriquement qu'on a terminé son programme d'études. Et là, on fait une demande de prolongation du visa. Donc, par exemple, si vous avez un F donc il faut rester par contre une année académique. Ça marche pas si vous restez qu'un semestre. Donc, au bout d'une année académique minimum, vous avez la possibilité de demander à votre International Student Advisor de prolonger votre visa jusqu'à 12 mois pour faire un stage pratique dans une entreprise. Et en général, il faut aussi que ça soit lié à votre domaine d'études. L'idée, c'est de prolonger son visa pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc ça marche généralement plutôt pour des programmes diplômants. Donc si vous partez faire un bachelor's degree ou si vous partez faire un master, vous avez théoriquement la possibilité de faire un stage de 12 mois. Ça, c'est pour tout le monde. Et ceux qui sont dans les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, peuvent travailler jusqu'à 3 ans grâce à l'OPT. Mais l'OPT, c'est uniquement quand vous avez déjà fait au moins une année d'études avec le visa F uniquement. Donc Maëva et Marie, est-ce que pour le visa J, vous avez réussi à rester un peu plus ou peut-être que vous avez des camarades qui ont pu rester un peu plus ou pas? Moi, je me suis pas renseignée parce que je comptais pas le faire, mais je sais que notre advisor ici nous en a parlé, donc c'est possible. Mhm. Mais je crois qu'elle parlait du F, donc Ouais. repasser d'un visa J à un F. Non, vous pouvez. Enfin, le mieux, quand on a un visa J, en général, on a le droit de ce qu'on appelle de faire un academic training.
Donc, academic training, souvent, c'est votre sponsor, donc la personne qui vous a, enfin l'organisme qui vous a délivré le DS 2019, qui doit vous donner cette autorisation. C'est pas, vous passez pas par le International Student Advisor. Donc, et ça, généralement, ça peut pas aller au-delà du nombre de mois que vous avez passé aux États-Unis avec le visa J. Si vous avez fait 6 mois avec le visa J, je suis pas sûre que vous puissiez faire un stage de academic training plus de 6 mois ensuite. Hein, mais ça, c'est vraiment, ça dépend un petit peu de la catégorie du J, du type d'échange. Quelquefois, c'est pas du tout possible, donc il faut vraiment demander à la personne. Par exemple, si vous partez avec la MICEFA, il faut demander aux personnes qui s'occupent de la MICEFA. Si vous partez avec ISEP, il faut demander à votre référent ISEP. Si vous partez dans le cadre d'un échange bilatéral, donc ça va dépendre qui vous a délivré le DS 2019. Souvent, c'est le bureau des étudiants internationaux, voilà. Et il y a effectivement le visa J, mais c'est pas du tout la même catégorie que quand on part dans le cadre d'un échange universitaire. Ça, c'est au départ de la France pour aller faire directement un stage. Euh, mais c'est pas du tout le sujet de notre réunion aujourd'hui. Voilà. Alors, avant que je passe à tout ce qui est assurance, Marie, Maëva, est-ce que vous avez d'autres conseils concernant les visas? Pas forcément. Non, Non. Je réfléchis. Après, enfin, vous connaissez bien vos règles de visa, c'est important, Oui, parce que vous voulez vraiment pas avoir de problème avec l'immigration. oui. Mais au début, ça peut être un peu, vous pouvez être perdu, mais vous allez vite vous y retrouver et vous allez avoir des informations même en arrivant à l'université, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. ouais, Mm, ça fait peur de l'extérieur, mais une fois qu'on est dans le processus, en fait, c'est simple. On a juste à suivre ce qu'on nous dit et c'est pas si Bon. compliqué. Par contre, voilà, suivez bien les règles, c'est tout. Ouais. oui, il faut vraiment pas vous mettre en danger, pas prendre de risques. Voilà, elle a parlé par exemple de driving under influence. Donc là, vraiment, vous avez une double peine quand vous avez un visa d'étudiant si vous ne respectez pas les règles et les lois. Non seulement bah, vous serez puni, hein, comme les Américains, mais vous allez aussi être, sans doute, votre visa sera annulé et vous serez obligé de rentrer en France. Donc, et ça, c'est pas depuis la nouvelle administration, ça a toujours été le cas. Donc, je vais vous parler plus particulièrement des assurances santé. Donc, c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas de système de santé général comme la France. Il n'y a pas de sécu hein, aux États-Unis. Il n'y a pas de système public obligatoire. Les Américains cotisent ou pas à des assurances santé privées. Les soins sont de très haute qualité, mais sont extrêmement chers. Il n'y a pas de tarif conventionné. Ça dépend du médecin et ça dépend aussi de votre assurance. La Sécu française peut éventuellement vous rembourser sur présentation de facture, mais selon les tarifs conventionnés français. Donc, par exemple, si vous n'avez pas, ce qui ne vous arriverait pas, mais sans assurance santé, vous pouvez très bien aller voir un médecin généraliste qui vous demandera entre 100 et 150 dollars de frais de consultation. Vous gardez votre facture, vous la montrez à la Sécu à votre retour en France, mais on vous remboursera 70% de 25 euros. Hein, donc vraiment, c'est très très important d'avoir une assurance complémentaire. Votre mutuelle, si vous avez en plus de la Sécu une mutuelle complémentaire, si c'est la mutuelle habituelle, ça vous couvre pas aux US, ça couvrira seulement
pareil selon les tarifs conventionnés français. Alors, il y a pas mal d'universités qui imposent leur propre plan d'assurance santé. Elles sont généralement plus chères que les assurances françaises ou européennes. Quelquefois, c'est un petit peu plus avantageux, mais pas toujours. Il est parfois possible d'obtenir ce qu'on appelle un waiver, c'est-à-dire une exemption des frais d'assurance, si jamais vous pouvez par exemple prouver que vous avez une assurance qui est équivalente à l'assurance de l'université américaine. Et si vous êtes obligé de prendre l'assurance de l'université américaine, il faut faire attention aussi parce qu'ils ont un système de preferred providers, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez passer par des cliniques ou par des médecins qui font partie du réseau agréé par l'assurance, donc vous ne pouvez pas aller voir n'importe quel médecin. Est-ce que Marie et Maëva, comment vous vous êtes débrouillées toutes les deux? Est-ce que toutes les deux, vous deviez prendre l'assurance de l'université? Moi, j'avais une assurance qui était imposée par le consortium des universités de Californie. Donc, j'ai pas du tout eu à chercher. J'ai pas eu à chercher du tout, mais voilà, c'est du tout. Et vous l'avez utilisée ou? Je l'ai pas utilisé. Par contre, je conseillerais à tout le monde de quand même se renseigner sur votre contrat. Les contrats, ils sont longs, ils peuvent être compliqués à comprendre, mais renseignez-vous et essayez de comprendre comment fonctionne le système. Parce qu'effectivement, avec les preferred providers, ben, on ne peut pas forcément aller voir tous les médecins. Des fois, il y a des coûts dont on n'a pas forcément conscience, parce que même avec l'assurance santé, ça ne fonctionne pas comme en France. Donc, essayez quand même de comprendre votre assurance avant de partir. Mhm. Maëva? Enfin, c'est toujours l'assurance de l'université aussi. Et je l'ai utilisé, enfin, on devait avoir le vaccin pour la grippe pour le fall semester. Donc, je l'ai fait avec l'assurance. Et il nous fallait aussi un test pour la tuberculose à l'université. Donc, ça a aussi été fait ici. Et oui, il y a des médecins, enfin, partenaires, on est obligé d'aller chez certaines personnes si on veut être remboursé. Mais ici, il y a un centre de santé sur le campus. Donc, pour les petits problèmes, enfin, c'est simple et on sait que c'est remboursé. Mhm. Ok, très bien. Alors, donc comme je vous ai dit, il est parfois possible de demander ce qu'on appelle un waiver. Alors ça va pas forcément être le cas de tout le monde, hein, donc il faut en fait vous renseigner directement auprès de votre International Student Advisor. Et dans ces cas-là, vous pouvez choisir vous-même votre propre assurance. Donc soit vous prenez une autre assurance américaine, ça peut exister, soit vous prenez une assurance française ou européenne. Il y a pas mal d'assurances françaises qui sont vraiment faites pour les étudiants qui partent à l'étranger dans des pays comme les États-Unis. Donc, en même temps que le petit résumé de toutes les procédures de visa, je vais envoyer aussi à tout le monde une petite fiche d'information sur les assurances. Et en annexe, je mettrai une liste. Alors, je ne peux pas faire de publicité aujourd'hui, mais je mettrai une liste d'assurances françaises qui proposent des plans qui correspondent aux tarifs américains. Donc voilà, après, il faudra faire un choix vous-même. Moi, je peux pas vraiment choisir à votre place. Mais si vous devez choisir, voici quelques petits conseils. Donc, au niveau des remboursements des frais médicaux et d'hospitalisation, il faut savoir qu'en général, ce n'est prévu que pour les urgences et pour les maladies qui n'ont pas été contractées avant le départ. Donc, les assurances qui sont proposées en général pour les étudiants, c'est des assurances pour des gens qui sont généralement en bonne santé. Donc, si vous souffrez d'une maladie chronique, il faut sans doute peut-être trouver un autre plan ou alors contacter directement, par exemple, un courtier d'assurance pour trouver le meilleur plan adapté à votre situation en particulier. Donc, remboursement des frais médicaux, il faudrait autant que possible que vous n'ayez pas à avancer les frais de santé parce que des fois, ça peut coûter très très cher. Il faut que ça soit basé sur les frais réels et non pas sur les tarifs
sur un pourcentage des tarifs conventionnés de la Sécu, hein. Donc voilà, si on vous dit c'est 200% du tarif de la Sécu, bah 200% c'est par exemple 2 fois 70% de 25 euros, ça va surtout pas, ça va pas non plus prendre en charge les 150 dollars que vous avez payés pour le médecin. Ensuite, il faudrait un plafond minimum annuel de 500 000 euros. Et franchement, maintenant, il y a beaucoup d'assurances qui n'ont même plus de plafond. Donc, ça peut aller même jusqu'à 1 million, 2 millions de dollars. Il faudrait qu'il y ait une assistance médicale et un rapatriement sanitaire. Il faut comprendre que le rapatriement sanitaire, c'est pas parce que vous l'avez décidé. Et généralement, c'est le médecin que vous voyez. Il faut voir un médecin qui, lui, va juger si c'est nécessaire et si vous êtes en état d'être rapatrié. Parce que si vous pouvez être soigné sur place, même si ça coûte plus cher, bah, vous pouvez pas être rapatrié. Ensuite, alors ça, souvent, ça n'est pas inclus dans les assurances américaines, mais c'est bien d'avoir une assistance juridique, puisque alors là, je me suis un petit peu trompée. Donc une assistance juridique qui va prendre en charge vos frais d'avocat ou vos frais de caution, par exemple, bah, si vous n'avez pas pu vous empêcher de conduire en état d'ivresse et que vous vous retrouvez en prison, eh ben, l'assistance juridique peut prendre en charge votre caution. Alors, quelques petits conseils. Donc ça, c'est des choses un petit peu basiques, hein, mais il faut pas oublier. Donc, avant de partir, vous faites un check-up. Vous voyez tous les médecins que vous pouvez en France. Vous allez bien évidemment chez votre médecin généraliste. Vous allez chez le dentiste. Vous essayez de vous débarrasser de toutes les caries potentielles. Vous allez, si vous devez porter des lunettes, allez chez votre ophtalmo. Peut-être faites-vous une deuxième paire de lunettes. La vaccination, donc Maëva en a parlé. Beaucoup de campus, surtout si vous allez vivre dans la résidence universitaire. Souvent, on vous demande de faire des vaccinations peut-être en plus de ce que vous avez déjà. Peut-être quelquefois, il y a des vaccinations qu'il faut mettre à jour à partir d'un certain âge. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous n'auront pas dépassé 25 ans, mais je sais que quand on arrive à 25 ans, il y a des vaccinations qu'on doit refaire en France pour que ça soit mis à jour. Donc, il y a des campus qui vont vous demander de vous faire vacciner pour la Covid. Est-ce qu'il y avait d'autres vaccinations qu'on vous a demandé, Maëva? Non, bah, à part la grippe, du coup. Hmm. Et Marie, vous étiez sur le campus aussi ou? Je sais qu'on devait avoir des vaccinations en plus, mais c'était surtout pour les étudiants qui restaient seulement un an. Mhm. Moi, je n'ai pas fait face, mais c'est vrai que si vous vouliez vivre sur le campus, il fallait avoir des vaccinations en plus. Très bien. Alors, autre chose, les urgences, ça coûte très cher aux États-Unis. Donc, n'y allez pas pour rien. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller au Health Center. Normalement, quasiment sur tous les campus, normalement, hein, il y a ce qu'on appelle un Health Center où vous aurez déjà un premier avis. Quelquefois, il y a même des soins qui sont gratuits. Il y a des infirmières qui sont disponibles pour, comme une infirmerie quand vous étiez au lycée, par exemple. Euh, et selon l'université, il peut y avoir des services plus ou moins importants. Euh, donc, allez d'abord au Health Center et c'est eux qui vous diront si vraiment il y a besoin d'aller aux urgences. Parce que là, vraiment, ça peut vous coûter vraiment très très cher. Bon, bien évidemment, si vous tombez dans les pommes en plein milieu de la rue, bah, là, on va vous amener aux urgences, hein, je pense. Donc là, vous n'aurez pas vraiment le choix. Ah oui, j'avais eu des questions sur les traitements de longue durée. Essayez de demander à votre médecin généraliste de vous faire une ordonnance
de plus de 6 mois, par exemple. Enfin, une ordonnance qui demande à la pharmacie de faire une exception, parce que je pense qu'on ne peut pas délivrer plus d'un mois de traitement quand on est en France. Mais quand on va à l'étranger, on a le droit d'augmenter, d'aller jusqu'à 3 mois ou peut-être jusqu'à 6 mois, je ne sais plus. Donc il faut demander à votre médecin généraliste de mettre une indication sur l'ordonnance que vous avez besoin de votre traitement pendant au moins 3 mois. Et normalement, la pharmacie devrait pouvoir avoir le droit de vous donner jusqu'à 3 mois de traitement ou peut-être même jusqu'à 6 mois de traitement. Si jamais vous avez des doutes, il faut absolument contacter votre International Student Advisor, qui est vraiment la personne ressource pour tout. C'est la personne qui va s'occuper de votre visa, c'est la personne qui va vous donner des conseils sur la vie pratique sur place. Et si vous êtes un peu perdu et que vous connaissez pas trop les règles, normalement, cette personne ou quelquefois c'est plusieurs personnes, ces personnes sont capables de répondre à vos questions. Alors ensuite, quelques petits conseils pratiques. Alors je regarde dans le chat s'il y a des questions sur les assurances. En attendant, je vous invite Maëva et Marie à partager tout commentaire, des choses que vous auriez aimé savoir avant de partir, peut-être. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, avant de partir, je pense que j'aurais aimé savoir, surtout pour ceux qui partent juste un semestre, que ça peut être un peu compliqué pour les logements. Ah, Ça peut prendre du temps, ça peut être très stressant. Il faut pas perdre espoir, mais je vous conseille en tout cas de vous y prendre assez tôt et vraiment de ne pas attendre la dernière minute. hmm, ok. Maëva. Je sais pas, je réfléchis à certaines choses, mais Il y a Ok. une question qui demande pour les douanes, si on a eu des problèmes. Mhm, Personnel, pas du tout. Ils ont été. Après, c'est vraiment au cas par cas, je pense, en mhm, fonction de l'officier que vous allez rencontrer. ok. Oui, normalement, les douanes, enfin, je ne sais pas si vous parlez vraiment de douane ou d'officiers d'immigration. Donc, c'est vrai que les officiers d'immigration sont vraiment les personnes qui ont le dernier mot, hein. Même si vous avez un visa, s'ils ont un doute, quel qu'il soit, ils peuvent effectivement décider de ne pas vous faire entrer. Mais en général, ils n'ont pas trop le temps de réfléchir, hein. Donc ils vont pas perdre du temps pour rien. Donc, si vous avez votre visa en bonne et due forme, il faut juste bien comprendre que le visa lui-même, il n'est pas suffisant. Il faut l'accompagner soit du DS 2019, soit du I-20. Hein, donc, moi, je n'avais pas compris ça quand je suis partie il y a plus de 25 ans. Je pensais que le visa dans mon passeport était suffisant et j'ai pas pu entrer dans l'avion parce que j'avais oublié mon I-20. Donc, en plus aujourd'hui, c'est un peu plus facilité parce que par le fait que maintenant vous avez une version électronique, hein, je pense, du I-20 ou du DS 2019. Il fut un temps où il fallait avoir une version papier. Donc normalement, il y a pas de problème si vous avez tous les papiers. Au niveau de la douane, il y a des choses qui sont interdites que vous pouvez pas amener avec vous, mais je vous invite à regarder sur le site. euh, je pense que c'est sur le site de ce qu'elle disait de Border Patrols, donc CBP. À mon avis, vous pouvez tout à fait avoir toutes les informations pour savoir quelles sont les choses que vous ne pouvez pas passer à la frontière.
Alors, il y a une question donc par rapport à la santé. Si je pars pour un an et que j'ai besoin d'un suivi médical, est-il possible d'avoir un suivi via le médecin du campus? Alors, il n'y a pas toujours des médecins sur les campus, hein. Quelquefois, ça peut être que des infirmières. Ça dépend vraiment du campus. Si vous avez vraiment besoin d'un suivi particulier, moi, je demanderais conseil à votre médecin généraliste en France. Peut-être que c'est possible, à moins que vous ayez des examens à faire, euh, de faire une téléconsultation. Parce que voilà, le problème, c'est que si c'est une maladie chronique et antérieure à votre séjour, tous les examens que vous allez faire ne vont pas forcément être remboursés par l'assurance. Donc ça, il faut vraiment essayer de trouver la solution en concertation avec votre médecin et avec peut-être une assurance privée française qui va prendre en charge vos frais sur place. Alors, l'assurance obligatoire de l'université est uniquement une assurance santé. Peut-on trouver des organismes en France qui proposent uniquement les autres assurances nécessaires telles que le repatriement ou l'assistance juridique? Je pense que oui, c'est possible. La liste que je vais vous envoyer, vous pouvez les contacter directement par téléphone pour voir si c'est possible d'adapter un petit peu l'offre et de compléter ce que vous propose l'université américaine. Où est-ce que je peux recevoir des ordonnances? Il faut aller voir un médecin. Comme en France, le médecin va vous donner ce qu'on appelle une prescription, donc une ordonnance. Et une fois que vous avez votre ordonnance, vous allez à la pharmacie. Alors les pharmacies sont un peu différentes aux États-Unis. Euh, il y a quelquefois des chaînes de pharmacies qui sont plus des centres commerciaux que nos petites pharmacies à nous. Maëva, je vous vois Ouais, acquiescer. on trouve de tout dans une pharmacie ici. Voilà. Moi, je me souviens, souvent il y a des produits tels que des chips, des collants, Oui. En fait, c'est des supermarchés avec une petite partie pharmacie, voilà. mais Donc ça s'appelle pharmacie. ouais, il y a aussi des produits de bien-être, des choses qu'on trouve aussi dans nos pharmacies à nous, Ouais. mais et si vous voulez vraiment chercher des médicaments sur ordonnance, il y a un petit comptoir qui se trouve en général un petit peu au fond du magasin. Ok, on va peut-être passer à d'autres questions pratiques. Donc, je vois par exemple au niveau de la banque, est-ce que vous avez des conseils? Comment vous avez fait toutes les deux? Est-ce que vous avez ouvert un compte en banque aux États-Unis ou vous avez gardé votre banque française? Alors, moi, j'ai ma banque française et j'ai une carte internationale qui a été proposée avec la banque et comme ça évite d'avoir les frais bancaires à chaque fois qu'on paye dans une autre monnaie que l'euro. Mhm. Et moi aussi, c'est ce que j'ai fait. La seule adaptation personnellement que j'ai fait, c'est vraiment au niveau du plafond. Des fois, la vie sur place coûte très cher. Donc, vaut mieux se renseigner au niveau du plafond avant de partir, de voir s'il est possible de l'augmenter temporairement ou ce genre de choses. Mais autrement, moi, la banque française fonctionnait très bien. Mm. Et on Alors demande si, par exemple oui, la carte Revolut. Et ben moi, j'ai un compte Boursorama justement, donc c'est pareil, ils n'ont pas de frais à l'étranger. Et bah, moi, j'ai deux cartes du coup. J'en ai une, j'ai la Boursorama et celle de ma banque française. Je trouve que c'est pas mal parce que si jamais il y a un problème avec une carte, au moins on sait qu'on en a une deuxième. Donc vous renseignez si jamais vous pouvez en avoir deux, c'est plus sûr, je pense. euh, ok. Alors, si jamais vous devez ouvrir un compte en banque aux États-Unis, notamment, je pense aux personnes qui vont trouver un petit job sur le campus ou qui vont
travailler en tant que teaching assistant, alors là, par contre, il faudra vraiment avoir, je pense, un compte en banque américain. Donc voilà, c'est très facile d'ouvrir un compte aux États-Unis. Il suffit, quelquefois, ils vont vous demander votre Social Security Number que vous n'aurez peut-être pas au début et que vous n'aurez peut-être jamais si vous restez que 6 mois. Mais vraiment, encore une fois, votre International Student Advisor va vous aider dans ces démarches-là. Mais si vous n'avez pas à travailler aux États-Unis, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'ouvrir un compte sur place, hein. Maintenant, il y a beaucoup de banques françaises qui peuvent suffire. Il y a des questions sur le permis international. Euh, donc, en général, le permis français, il est valable 3 mois. C'est surtout pour les personnes qui vont faire du tourisme. Je conseille quand même, si vous restez jusqu'à 6 mois, d'aller chercher un permis international. Donc ça, c'est vous allez à la préfecture, hein, et je pense que c'est gratuit. Il y a des accords de reconnaissance entre certains États, mais je vous conseille pas du tout d'échanger votre permis, parce qu'ils vont garder votre permis français. Donc là, vraiment, évitez de faire ça. Par contre, si vous restez peut-être plus de 6 mois, c'est peut-être pas une mauvaise idée de passer votre permis sur place. Et en fait, c'est assez facile et c'est pas cher du tout. Ça n'a rien à voir avec le processus français. Vous n'êtes pas obligé de faire des cours de conduite, surtout si vous avez déjà votre permis en France. Vous contactez le Department of Motor Vehicles de l'État dans lequel vous étudiez. Vous passez un test, hein, c'est QCM, test oculaire, et puis vous allez passer le test de conduite. Alors c'est un petit peu compliqué parce que le test de conduite, comme il n'y a pas vraiment de voiture auto-école, vous allez passer votre test soit avec une voiture que vous allez devoir louer, soit c'est quelqu'un qui a assez confiance en vous pour vous prêter sa voiture. Maëva et Marie, vous n'avez pas eu la possibilité de passer le permis ou peut-être que vous avez connu des gens qui ont pu le faire sur place. Non, moi j'ai pas. Vraiment, Voilà. je connais personne qui l'a passé. Mm. Bon, après, c'est vrai que vous pouvez très bien ne pas avoir besoin d'une voiture. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément obligatoire d'avoir son permis. Alors, je vois, il y a vraiment plein de questions qui concernent plein de sujets différents. Euh, alors, je vais essayer de remonter au début, voir s'il n'y a pas des questions encore sur Il y a les des questions sur visas. les forfaits. Ouais, les forfaits téléphone. Alors, comment vous avez fait toutes les deux pour le téléphone? Moi, du coup, j'ai toujours mon forfait français, donc c'est free avec 35 gigas à l'international. Et comme il y a la Wi-Fi à l'université, ça m'a largement suffi, 35 gigas. Pareil, vraiment, le forfait free à 20 euros. Et évitez de prendre des forfaits aux États-Unis parce que ça va vous coûter vraiment cher. Ouais. Et souvent, c'est plus de galère que de autre chose. Ouais. Après, le seul problème que j'ai eu, c'est que parfois, on ne peut pas rentrer un numéro français. Par exemple, pour la laverie ici, on doit créer un compte et je ne pouvais pas rentrer un numéro de téléphone français pour le compte. Oui, ça c'est vrai. Ou Ouais. quand on commande, par exemple, sur plein de sites, on ne peut pas rentrer un numéro de téléphone français. Mais Hmm. après, souvent, il y a l'email en parallèle et le numéro, c'est vraiment juste le deuxième recours. Donc, je mettais juste un numéro au hasard et puis j'utilisais l'email. Je pense qu'effectivement, si vous restez sur le long terme, c'est envisageable de prendre un numéro de téléphone américain. Ouais. Ah, si vraiment vous rencontrez des problèmes dans la vie de tous les jours, autrement, après, en soi, ça se fait bien même sans numéro Oui, américain. Il n'y a pas forcément beaucoup de soucis. Au pire, vous empruntez le numéro d'un copain, ouais, c'est voilà. pas très problématique. Ok, alors j'essaye de chercher des questions un peu pratiques. Ah, il y avait une personne qui avait posé la question, je ne sais pas si l'officier consulaire a vraiment parlé des frais de visa.
Bon, ça sera indiqué dans le document que je vais vous envoyer, mais il faut vraiment bien comprendre que vous avez non seulement les frais de demande de visa qu'on appelle application fee, donc qui sont de 185 $. Ça, c'est pour tous les demandeurs de visa, quel que soit le visa. Et ces frais doivent être payés au moment où vous faites votre rendez-vous. Vous fixez votre rendez-vous. Et je pense que ce prix-là, il est international. Hein. C'est pas que pour les gens qui font la demande en France. Et puis pour ceux qui font des demandes de visa étudiants, donc F, M et J, il y a des frais supplémentaires qu'on appelle les service fees, pardon. Et là, si vous avez un visa F, il faudra rajouter 350 $. Et le J, je crois, c'est 220 $. Ça vous dit quelque chose, Maëva et Oui, ça Marie? doit être ça, autour des 200 $. Voilà. Donc en fait, voilà, vous devez payer ces deux sommes, 185 plus 220 $. Hmm, Je vois qu'il y a une question par rapport à la location de voiture avant oui. 21 ans. Mhm. Pour le coup, la location de voiture, c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas, qui était très commun à San Diego. Et il était possible de louer une voiture avant 21 ans. Par contre, vous ferez sans doute face à des frais supplémentaires. Après, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Et Oui, ça généralement, il y a dépend. toujours quelque chose, enfin, un endroit où tous les étudiants internationaux ils louent leur voiture. Oui, ça dépend juste des agences. Ouais. Mhm. Ok. Et il y a aussi des demandes pour les justificatifs financiers qu'on nous Mhm. demande. Oui. Moi, du coup, c'était juste les relevés bancaires de mes parents, de ce que je me souviens. Mhm. Alors normalement, bon, pour le visagi, souvent on va pas forcément vous demander autant d'informations, de certification financière que pour le visa F, parce que visa J, souvent vous avez des aides extérieures, vous pouvez par exemple être exempté des frais de scolarité, des choses comme ça. Mais le visa F, surtout pour ceux qui partent en dehors d'un échange universitaire, il faut vraiment arriver à prouver qu'on a de quoi financer, même si c'est plus d'un an, parce que souvent l'université vous envoie le I-20 parce que vous leur avez donné une certification financière pour une année, mais l'officier consulaire peut très bien vous dire, bah oui, mais votre bachelor c'est 4 ans, donc prouvez-moi que vous avez les fonds pour financer les 3 années suivantes. Alors, permis de conduire, j'ai rien. Je suis en. Ok. Donc, il y avait beaucoup de questions sur le téléphone. Alors, il y a les questions sur un peu les impôts. Donc, si vous travaillez là-bas, oui, bah, théoriquement, vous allez percevoir un salaire. Vous allez devoir déclarer vos impôts aux États-Unis. Et ça, il faudra le faire avec l'aide, encore une fois, de votre International Student Advisor. Et théoriquement, il faudrait aussi le déclarer en France, mais euh, ça, je vous conseille parce que vraiment, ça dépend du statut de chacun. Euh, Contactez vos centres des impôts avant de faire votre déclaration française. Théoriquement, il faut tout déclarer, mais ça ne veut pas dire que vous allez être soumis à un impôt. Ok, les justificatifs, on avait répondu. Donc, impossible de louer une voiture avant 21 ans, vous avez déjà répondu, je pense. Voilà, ok. Alors, pour le PhD, le contrat de thèse justifie les fonds. Alors, en général, quand on a un PhD, ça dépend un petit peu de votre université d'accueil, mais on peut
avoir un financement total de l'université, hein, donc voilà. On doit déclarer, même si c'est juste un job étudiant. Ça, vraiment, je peux pas vous répondre. Ça, il faut que vous contactiez votre centre des impôts en France pour savoir. Mais en tout cas, il faudra le déclarer aux États-Unis, ça c'est sûr. Et ça ne veut pas dire que vous allez payer des impôts, en sachant que quand vous êtes payé aux États-Unis, ça marche maintenant comme ça en France, vous allez être prélevé à la source au niveau de votre salaire. Et il y a un accord entre la France et les États-Unis pour éviter la double imposition. Donc théoriquement, ce qui a été prélevé au niveau des impôts fédéraux, tout ça, ça va vous être remboursé à votre retour en France. Par contre, les impôts de l'État et les impôts de la ville, city taxes, ça, c'est pas sûr. Il n'y a pas forcément d'accord entre la France et les États-Unis. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point, sur Mhm. les voyages pendant le semestre. Oui. J'ai demandé si on avait eu des problèmes. Alors, à titre personnel, j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas eu de problème. J'ai même quitté les États-Unis par la frontière terrestre au niveau du Mexique. J'ai pas eu de soucis. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut un document enfin, juste après être arrivé aux États-Unis. Ils vont mettre à jour un de vos documents. Il me semble que c'est le I-20, mais je suis pas sûre. Et il faut absolument le réimprimer et le réavoir, en tout cas en format numérique, avant de pouvoir reprendre l'avion. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu problème et qui n'ont pas pu prendre leur second avion. Oui. Donc, faites attention à ça. Alors oui, oui. Alors que je vous explique un petit peu pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Quand vous recevez votre lettre d'admission pour une université, que ce soit dans le cadre d'un échange ou de façon indépendante, la personne qui va vous délivrer soit le I-20, soit le DS 2019 doit vous enregistrer dans un système informatique qui s'appelle le système SEVIS. SEVIS, ça veut dire Student and Exchange Visitor Information System. Donc c'est un système d'information qui traque un peu ce que vous faites sur le territoire américain. Donc c'est un système qui existe depuis très longtemps, 2013 je crois, qui a été instauré suite aux attentats de 2001, parce que malheureusement les deux terroristes qui avaient fait sauter les tours à New York étaient venus avec des visas étudiants. Donc les visas étudiants sont théoriquement assez surveillés. Donc à chaque fois que vous allez sortir du territoire, le bureau des étudiants internationaux doit être mis au courant et doit indiquer votre sortie du territoire sur le système SEVIS. Parce que après, quand vous re-rentrez sur le territoire, l'officier d'immigration va vérifier que vous avez bien dit que vous partiez. Parce que si vous quittez le territoire, l'officier du bureau des étudiants internationaux va recevoir une sorte d'alerte si vous n'avez pas indiqué que vous quittez le territoire et peut bloquer votre statut d'étudiant, hein. Et en général, il faut faire signer votre DS 2019 ou votre I-20 par le bureau des étudiants internationaux. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont au courant. Et quand vous retraversez la frontière, l'officier d'immigration est sûr que vous n'êtes pas parti comme ça sans prévenir personne. OK? Alors, je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on n'a pas répondu à toutes. Oui, le Canada, c'est un autre pays, hein, jusqu'à la preuve du contraire. Donc, que ce soit le Canada ou le Mexique, dès que vous traversez la frontière des États-Unis, même si vous êtes à 200 mètres du Canada, vous devez informer votre student advisor qui doit vous donner l'autorisation de quitter le territoire. Alors évidemment, si vous restez sur le territoire américain, il n'y a aucun problème. J'ai pas mal de questions sur la nouvelle administration. Est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, je ne vois pas de changement. Maëva, vous êtes encore sur place. Est-ce que vous voyez un changement au niveau administratif en tout cas?
Pour les étudiants d'échange, non, je pense pas qu'il y ait de problème. Non. Non, de toute façon, toutes les recommandations qu'on peut vous donner aujourd'hui, elles sont valables depuis très longtemps, hein. Donc Ouais. c'est pas des informations nouvelles, c'est juste que peut-être on insiste un petit peu plus sur le fait qu'il faut faire très attention à ne pas prendre des risques pour rien du tout, de ne pas voilà comment dire ne pas bien respecter la loi. C'est toujours été très important de bien respecter la loi, que ce soit partout dans le monde, mais aux États-Unis, je veux dire, vous serez 10 fois plus puni qu'en France, je pense. Donc il faut faire attention à ça. Euh, avant Et on qu'on... demande, oh, Oui, pardon. allez-y. On Non, demandait aussi s'il fallait le billet retour. mhm, Alors moi, je l'avais pas et on me l'a jamais demandé. non, Donc je pense pas que ce soit. Je sais pas si ça a changé avec la nouvelle administration, mais non. normalement, il n'y a pas besoin du billet retour. Non, le billet retour, c'est surtout si vous voyagez avec ESTA. Oui, Parce que voilà. ESTA, c'est pas un visa. ESTA, c'est justement une autorisation de voyager sans visa, et c'est uniquement pour les personnes qui vont rester 90 jours maximum, et uniquement pour faire du tourisme. Donc, l'officier d'immigration veut voir un billet de retour parce qu'il veut pas que vous disparaissiez dans la nature et que vous quittiez jamais le territoire américain. Et j'ai vu aussi passer, il demandait combien de temps avant de partir on avait acheté notre billet. Et moi, j'ai vraiment attendu d'avoir mon visa pour acheter mon billet parce qu'on Hmm. sait jamais, Ouais, des fois, des retards. Donc, je ouais. préférais être sûre de pouvoir partir à la date où j'ai pris mon billet. Mhm. Et moi, j'avais vu une autre question, c'était par rapport au DES 2019, des personnes qui demandaient si vraiment sans le DES 2019, vous ne pouvez pas commencer les démarches, ou le I1, je ne sais pas très bien. Mais moi, je vous conseille d'attendre le DES 2019. Et si vraiment vous voyez qu'il met trop de temps à arriver, demandez votre numéro de sévice à Ouais. votre université. Mais en tout cas, sans votre DS 2019, vous n'allez pas pouvoir commencer les démarches au niveau du visa. Enfin, vous Non. pouvez commencer d'autres démarches, mais pas au niveau du visa en tout cas. Oui. En tout cas, en fait, ce que je disais au tout début, à un moment donné, c'est que pour pouvoir prendre un rendez-vous, il faut remplir d'abord le DS 160, qui est un formulaire que vous faites en ligne. Et j'ai dans le document que je vous enverrai, il y a des petits conseils pour remplir ce document. Et à un moment donné, on vous demande votre service number. Et si vous l'avez pas, bah, vous pouvez pas aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout du formulaire. Vous pouvez commencer, enregistrer vos réponses, mais vous pouvez pas soumettre votre DS 160. Donc, c'est important de demander, si vous n'avez pas encore reçu à la fois par email ou par courrier votre I-20 ou votre DS 2019, demandez à votre International Student Advisor s'ils peuvent pas vous envoyer ce fameux service number qui est essentiel pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre DS 160 et du coup fixer la date de l'entretien. Et pour les Est-ce que démarches pour le DS 2019, il faut attendre d'être accepté dans l'université. Et après, là, vous avez des papiers demandés par l'université. Donc, par exemple, moi, il y avait la preuve de financement. Je ne sais plus exactement les papiers, mais après, une fois qu'ils ont reçu tous les papiers dont ils ont besoin, ils vous envoient votre DS 2019. Et là, vous Mhm. pouvez commencer à faire la demande de visa, enfin de DS 160. Et après, vous pouvez prendre rendez-vous à l'ambassade. L'ambassade, c'est vraiment le dernier rendez-vous, la Mhm. dernière étape. Oui. Et Ok, normalement, ça va vite, hein. Quand vous avez tous les Ouais. documents, vous passez votre entretien. L'entretien dure 3 minutes. Euh, et vous avez, si tout va bien, vous avez votre visa au bout d'une semaine. en tout cas, sur un autre sujet par rapport au logement, j'avais vu d'autres questions. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir son visa pour commencer les démarches de logement? Non. Commencer le plus tôt possible. Et j'avais vu une autre question. Est-ce que Et la fac même, vous a aidé à trouver le logement? Moi, personnellement, non, mais ça dépend des universités, j'imagine. oui, parce que moi, du coup, je suis dans les logements universitaires. Et pour les démarches, bah, c'est pareil, c'est une fois qu'on est accepté par l'université, on peut directement faire les démarches pour le logement.
Mhm. Et de toute façon, on ne payera pas de loyer en soi avant parce que le logement commence vraiment au début des cours. Donc, Mm. on peut même faire les démarches et avoir et commencer à payer que quand on arrive. Après, moi, je vous conseille vraiment de commencer tôt. Enfin, moi, ça a vraiment été un peu une épreuve dans mon parcours. Donc, commencez le plus tôt possible et il va y avoir des difficultés dont vous n'avez pas encore idée, mais il va y en avoir. Mais ça finira par bien se passer. Après, moi, je peux vous conseiller vraiment de prendre contact avec d'autres étudiants d'échange, de vous mettre sur des groupes Facebook, de faire attention aux arnaques, de toute évidence. Mais c'est vrai que, par exemple, même pour les personnes qui parlent vraiment que sur un semestre, trouver des contrats sur le court terme, ça peut être compliqué. Euh, donc, vraiment, prenez-y tôt. Pour les prix des logements, ils demandent, mais je pense que ça dépend vraiment des universités. Parce que par exemple, ici, il y a plein de logements différents. Soit vous avez une chambre partagée avec plus ou moins de personnes, soit vous avez une chambre seule, soit vous avez un appartement avec une cuisine. Moi, par exemple, j'ai qu'une chambre, mais il y a une cantine. Donc, ça dépend vraiment les prix, ça dépend des universités. Et je sais pas si, je pense que c'est un peu moins cher que de prendre tout seul en dehors. Je sais pas vraiment les prix. Moi, je sais que dans mon université, le prix des dorms était vraiment très similaire au prix des logements en dehors. C'était vraiment pas beaucoup moins cher, en toute honnêteté. Après, je ne sais pas du tout comment c'est, en tout cas à Détroit. Mais soyez prêts financièrement aussi. C'est pas forcément les mêmes Ouais. prix. Mais et voilà, j'imagine que vous savez aussi en Oui, fonction de où est-ce après, que vous allez sur partez. le site de votre université, vous allez trouver tous les prix. Voilà. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On est déjà à 15 minutes de la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Maëva. Merci, Marie. Et puis, donc, comme je le répète, je vais envoyer à tout le monde un récapitulatif de toutes les démarches de visa et aussi une information sur les assurances santé. Et vous aurez aussi mon email. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Ils revoir. demandent juste si on peut laisser nos contacts si jamais ils ont Ah, des questions. Ah, si vous voulez, oui, vous pouvez le mettre. Par exemple, vous euh, mettez plutôt dans le chat, Ouais. comme ça tout le monde le voit. Donc, je vais juste arrêter